Bonjour à tous, merci d'être encore nombreux. On va parler maintenant, après l'intelligence artificielle, on va revenir à quelque chose d'un peu plus palpable, la notion de durabilité, de responsabilité sociale. Et donc l'idée, c'est de trouver des solutions, des clés pour maximiser l'impact et minimiser les coûts. Donc autour de moi, j'ai aujourd'hui Romy Carrère, qui est directrice de la rédaction de l'hôtellerie-restauration, Jérôme Andriot, qui est responsable RSE pour The Originals Hotels. Ils nous diront quelques mots après, chacun sur leur activité. Nathan Gouin, qui est Account Executive pour Greenly. Et Philippe Meunier, qui est Senior Sustainability Marketing Manager Europe pour Ecolab. Donc je vais vous laisser vous présenter rapidement. Et puis ensuite, on va rentrer dans le cœur de la thématique. Romy, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le journal pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être ? Bonjour à tous, donc Romy Carrère, directrice de la rédaction du journal L'Hôtellerie-Restauration, donc un journal B2B qui s'adresse à tous les professionnels de l'hôtellerie-restauration avec une grosse plateforme emploi pour les petites annonces. Nathan. Bonjour à tous, Nathan Gouin, donc je suis en effet account exécutif chez Greenly, ce qui veut dire en gros commercial, et je suis responsable sur le secteur de la food et de l'hôtel. Jérôme. Oui. Bonjour, donc moi je suis le responsable RSE d'une coopérative d'hôteliers indépendants qui compte à peu près 300 hôtels en France et on leur apporte de nombreux services et notamment un accompagnement sur la partie RSE. Et Philippe. Oui, bonjour, Philippe Meunier. Donc, je suis responsable de la stratégie marketing pour l'Europe, pour la division institutionnelle d'Ecolab. Ecolab, on fait des solutions d'hygiène notamment durables qui ont un impact positif sur l'environnement en matière d'économie d'eau, d'énergie, etc. Voilà. Et avant de démarrer, dans la salle, combien sont hôteliers ou d'origine dans l'hôtellerie ? Ok. Et restauration ? D'accord. Ouais, ça nous permet d'adapter ce dont on va vous parler. Donc, c'est bien d'imaginer de maximiser l'impact et minimiser les coûts, mais avant ça, il faut savoir de quoi on parle. Pour un professionnel de l'hôtellerie-restauration, poser l'état des lieux, comprendre ce qu'il faut faire, c'est le premier point de départ. Nathan, pourquoi et comment on se lance et qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer ? Alors moi, si je parle plutôt sur l'aspect climatique, on va dire, je vais du coup parler du bilan carbone. Donc, je ne sais pas si tout le monde est un petit peu au courant et connaît les scopes du bilan carbone. Donc c'est faire un état des lieux en effet de l'activité de l'entreprise. On parle vraiment des émissions carbone. Et donc la première étape, c'est de pouvoir mesurer le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Ça peut être assez complexe, mais c'est pourtant assez facile. Mais c'est en effet de faire tout l'état des lieux de l'activité de l'entreprise, de sa chaîne d'approvisionnement, pour derrière prendre des actions et pouvoir réduire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, scope 1, scope 2, scope 3, très rapidement. Le scope 1, c'est les émissions directes, donc c'est l'utilisation d'énergie fossile, le pétrole dans les voitures, le gaz pour les plaques de cuisson, ce genre de choses. Le scope 2, c'est toute la consommation d'électricité. Et le scope 3, c'est tout le reste. Donc c'est pour ça que c'est très important à calculer. Pour un hôtel, pour un restaurant, ça correspond à 95% des émissions. Donc tous les fournisseurs qui interviennent Exactement. autour de nous. C'est tout à fait ça, c'est les fournisseurs. Romy, est-ce que tu peux aussi donner ton point de vue sur pourquoi on se lance dans cette démarche RSE, puisque c'est le sujet, et comment on démarre ? Alors déjà, pourquoi on se lance ? Je pense qu'aujourd'hui déjà au niveau des clients, c'est très important, mais surtout au niveau des collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes nombreux à nous dire en tant que professionnels que lors des entretiens de recrutement, on vous demande quand même assez souvent ce que vous faites, ce qui se passe chez vous. Aujourd'hui, c'est indispensable, c'est même plus important, c'est vraiment indispensable pour recruter des collaborateurs. Et alors, comment on se lance ? Je pense que déjà, avant toute chose, il faut être convaincu de ce qu'on fait, il faut y croire et il faut engager ses collaborateurs. Je pense que c'est vraiment le point de départ. Peu importe la labellisation, etc., on en parlera. Mais déjà, au départ, être sûr de ce qu'on fait, avoir envie de le faire, être convaincu, y croire, c'est le point de départ. Et sachant que certains le font par contrainte. Comment on fait quand on le fait par contrainte ? Puisqu'il y a des réglementations qui sont imposées, de plus en plus lourdes. Et comment on fait pour faire en sorte d'embrasser ces nouvelles obligations et de le transformer en valeur d'entreprise ?
Alors, effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Peut-être que Jérôme pourra aussi remonter sur ce sujet. Je pense qu'on peut engager effectivement morceau par morceau, déjà, étape par étape, ce qu'on se disait, c'est un vrai projet. Et surtout, je reparle de ça, de l'engagement collaborateur. Il faut être un leader, il ne faut pas hésiter à déléguer. Voilà, bon, vous allez donc en parler mieux que moi, mais on n'est pas tout seul, en fait. On n'est pas tout seul dans un hôtel ou dans un restaurant. Oui, donc choisir la bonne personne pour mener ce projet, donc potentiellement. Et donc Jérôme, vous avez un bon exemple sur ce point. Et comment est-ce que vous procédez, vous, avec The Originals ? Ouais, justement, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit et Nathan et Romy, parce qu'en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la première chose, c'est avoir conscience de ce qui se passe dans son hôtel ou dans son restaurant et de ses impacts. Quand on ne sait pas, on ne peut pas agir. Donc, effectivement, la première chose à faire, à un moment donné, c'est déjà de se poser la question de c'est quoi mes impacts. Et souvent, on se rend compte qu'on fait déjà énormément de choses. Donc en plus, le sujet de la RSE qui peut paraître un petit peu, ou du climat qui paraît un petit peu compliqué, d'un seul coup, quand on commence à regarder un petit peu quels sont les grands enjeux, on va parler par exemple de l'énergie, on va parler effectivement de la RH également, on va parler des achats. Il y a beaucoup d'hôtels qui font déjà énormément de choses sans s'en rendre compte. Donc effectivement, la première chose à faire, c'est d'avoir conscience de ces impacts. Et le but, c'est pas de tout arrêter, sinon on arrêterait son activité économique, parce que si on veut faire zéro impact, on arrête de travailler. Par contre, c'est de voir comment on peut les minimiser. Et ça, un hôtelier ne pourra jamais le faire seul. Moi, j'ai un exemple d'un hôtel. On accompagne en fait dans un programme qui s'appelle Impact RSE des hôteliers, qui est sponsorisé par BPI France. Des hôteliers qui, pendant 18 mois, sont accompagnés par des spécialistes de la RSE. Donc, ils ont des formations d'un côté et un consultant qui vient chez eux, qui fait un diagnostic, un plan d'action. Et la première chose qu'il leur demande, c'est de faire un comité RSE dans leur hôtel. Et moi, j'ai un exemple d'un hôtel qui a fait ça. C'est un hôtel à Carnon, qui s'appelle le Neptune. Et en fait, le propriétaire a laissé sa chef de réception prendre en main le sujet parce que c'est un sujet qui l'intéressait. Et là, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu poster un post alors qu'elle ne le faisait jamais, de sa première réunion qu'elle a faite avec ses différents correspondants dans chaque service sur le sujet. Et en fait, elle a structuré, organisé les choses et elle est motivée pour mettre les choses en place. Et ce qui est important, c'est que si on veut que le salarié avance sur le sujet, c'est comme tout, s'il nous aide à apporter les solutions, il aura beaucoup plus de facilité à les mettre en place. Je vais prendre par exemple du personnel d'étage. Quand on va parler des produits de nettoyage, par exemple, l'expertise qu'elles ont sur le fait que ce soit bien nettoyé, que ce soit un produit efficace, c'est elles qui l'ont. Par contre, de leur faire prendre conscience qu'il y a certains produits qui sont dangereux pour elles et de travailler avec elles sur le fait de se dire on va travailler ensemble, trouver le matériel qui est le plus efficace pour vous, mais qui fasse le moins de dommages pour vous, aussi, c'est peut-être aussi avancer beaucoup plus rapidement que d'imposer quelque chose qui arrive du haut, quoi. Ouais, la transition est parfaite puisque vous avez cité l'énergie notamment, mais il y a l'eau également. Et Philippe, c'est un enjeu auquel vous répondez justement. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de pratiques qui existent aujourd'hui et dont les restaurateurs notamment n'ont pas forcément conscience du gaspillage qui existe ? Oui, et je pense l'idée, c'est bien de mesurer. Pour pouvoir agir, il faut mesurer. Donc on peut mesurer l'empreinte carbone, mais on peut mesurer d'autres choses. Et sur l'hygiène et l'entretien, si je prends deux exemples, un exemple sur la restauration, aujourd'hui, la plupart des restaurants font du nettoyage et désinfection avec des produits 2 en 1, en aspergeant à travers un poste de désinfection les sols, les surfaces, ce qui pour une cuisine de 35 mètres carrés, grosso modo, c'est 30 000 litres d'eau qui vont être consommés par an. Donc, est-ce qu'en changeant cette méthodologie, on peut diminuer cette consommation d'eau ? Donc, ça voudra dire, si on veut changer la méthodologie, il va falloir entraîner les équipes, les former, etc. Deuxième exemple, sur la buanderie qu'on peut avoir dans un hôtel. Pour un hôtel qui va traiter 100 kg de linge par jour, on va consommer 11 000 kWh. Là encore, est-ce qu'on peut changer de méthodologie, travailler à plus basse température, tout en ayant toujours les mêmes résultats ? Parce que si le linge n'est pas propre ou si la cuisine n'est pas propre, c'est les clients qui ne sont pas contents. Et surtout, donc, il y a une maintenir les mêmes réglementation. résultats, changer les méthodologies. Et une fois qu'on a mesuré, on va pouvoir mesurer après, quand on met en place d'autres méthodes, les diminutions qu'on peut avoir apportées. En répondant toujours aux règles d'hygiène ? Évidemment, parce que c'est la priorité numéro 1, les règles d'hygiène et la satisfaction client. Si la vaisselle n'est pas propre dans un restaurant, on sait que c'est l'impact le plus négatif qu'il peut y avoir. Et on sait que les personnes qui vont dans un hôtel
parmi les 5 critères les plus importants qui est juste, c'est la propreté de la chambre et la propreté de la salle de bain. Donc on ne peut pas avoir de compromis sur la qualité du résultat. Oui, parce qu'en fin de compte, toute cette notion répond d'anticiper les risques. Il y a des risques en fait derrière une démarche, une responsabilité sociale et environnementale qui n'est pas prise en main. Il y a plusieurs types de risques. Est-ce que vous pouvez les évoquer? Peut-être on va commencer par Nathan. C'est vrai qu'il y a pas mal de risques d'un point de vue déjà économique. Forcément, il peut y avoir une demande de la part de certains clients, de la part de certains donneurs d'ordre qui veulent justement avoir une économie carbone. Donc ça va être un premier point. Ça va être aussi des risques liés au climat, forcément, de pouvoir agir sur le climat. C'est quand même une chose qui nous motive particulièrement. Ça peut, encore une fois, répondre à la demande collaborateur, de créer un petit peu cette marque employeur. Ça fait partie des risques qu'un hôtel, qu'un restaurant peut avoir. Et aussi d'un point de vue de la réglementation. Il y a pas mal de réglementations qui rentrent en jeu. Encore plus cette année avec la CSRD qui oblige les entreprises à reporter toutes les données extra-financières. Vous avez la partie sociale, la partie de la gouvernance, la partie environnementale. Donc toutes ces données-là, dès 2024, vous avez les entreprises qui vont devoir le reporter de plus de 500 employés. L'année prochaine, ce sera pour les entreprises de plus de 250. Et au fur et à mesure, ils vont aussi demander à leurs fournisseurs de s'engager. Donc c'est un petit peu l'effet boule de neige, c'est que tout le monde va devoir s'engager parce qu'il y a des risques et parce qu'il faut aussi anticiper. Parce que forcément, il va y avoir des changements profonds dans l'économie qu'il faut prendre en compte. Donc ça veut dire par exemple un hôtel qui sous-traite toute la partie blanchisserie aura le risque à terme, puisqu'on est sur le scope 3, Exactement. donc sera exposé à un risque... Exactement, c'est un peu comme une politique d'achat responsable qu'il faut commencer, encore une fois, à prendre conscience et au fur et à mesure d'engager ses fournisseurs dans cette démarche-là, d'engager ses collaborateurs. C'est vraiment toutes les parties prenantes d'une société qui doivent faire partie de ce mouvement pour que tout le monde prenne sa part et que chacun mette un petit peu sa pierre à l'édifice. Jérôme ? Ouais, le volet économique est très très important. Moi j'en parle souvent, alors j'adorerais que mes hôteliers à chaque fois viennent me voir en me disant je veux sauver la planète, c'est pas le cas. Pour beaucoup c'est des soucis économiques, c'est des questions économiques et on les comprend. Et en fait... pour moi, un des discours qu'on a beaucoup avec les hôtels, c'est que rentrer dans une politique RSE en global, mais c'est aussi valoriser son patrimoine. Faut pas oublier à un moment donné qu'on est en train de monter un patrimoine et qu'il va falloir le céder à un moment donné ou on veut le revendre. Et c'est un petit peu comme il y a quelques années, il y a 10-15 ans, pour les hôtels qui n'avaient pas fait de rénovation depuis très très longtemps et qui à un moment donné, par pression du marché, avaient dû faire des rénovations qui avaient été beaucoup plus chères, qui les avaient faites un peu maladroitement parce qu'il fallait faire vite. C'est à peu près la même chose sur la partie climatique, environnementale. C'est qu'à un moment donné, le but, il n'est pas de tout faire maintenant, tout de suite et radicalement, mais c'est de commencer à mettre le pied dedans pour petit à petit aussi un petit peu avancer sur le sujet. Moi, je vois de plus en plus de banques. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse théorie du ruissellement, mais nous, on est en plein dedans sur les grands donneurs d'ordre, on en parlait, qui commencent à faire de plus en plus de pression sur les petites entreprises. Nous, sur la législation, on est très peu touchés encore, sur les obligations de rapports extra-financiers, etc., etc. Les petites entreprises et les TPE, PME, on n'est pas touchés. Par contre, les grosses entreprises sont touchées. Les appels d'offres en corpo sur le séminaire et l'hébergement, alors là, je parle principalement hôtellerie, je suis désolé parce que j'ai un peu moins de connaissances en restauration. Mais on peut très bien imaginer un resto qui va accueillir des banquets, ou des choses événements comme ça. d'affaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà reçu des chartes d'événements responsables, des chartes d'achat responsables de la part de grosses entreprises. Est-ce que c'est le cas ? Qui a déjà reçu ce genre de demande spécifique ? Donc ça arrive de plus en plus de grosses entreprises pour l'instant, mais petit à petit, en fait, comme ces entreprises-là ont, elles, des chartes d'achat responsables, elles veulent essayer de faire des choses beaucoup plus durables, et parce qu'elles doivent le justifier, elles vont vous le demander aussi. Et si vous n'êtes pas capable de répondre un minimum à cette question-là, ça posera problème. Alors j'ai Philippe et Romy qui veulent réagir. Pour accueillir des séminaires aussi, les entreprises pour venir chez vous, ça va être pareil, que ce soit séminaire plutôt long séjour, ou une nuit, je veux dire, dans les hôtels ou que dans de la restauration, ils vont avoir des exigences. Et puis aussi, c'est vrai, vous en parliez pour les grosses entreprises, pour avoir des crédits, au bout d'un moment, on va aussi vous demander certains engagements. Alors il y a la partie MICE qu'on vient d'évoquer, et il y a aussi des marchés. Il y a aussi, par exemple, je vais prendre un exemple dans un autre pays d'Europe, qui est les Pays-Bas. Tous les événements qui sont destinés à
ce qui est étatique, hein, quel que soit le niveau, doivent obligatoirement être tenus dans des établissements qui sont certifiés Green Key. C'est une obligation, donc on ne peut pas aller ailleurs que là. Et donc c'est des choses qu'on voit. On voit des tours opérateurs qui exigent d'avoir le label, encore une fois, Green Key pour envoyer des gens. Donc il y a vraiment, on est dans une approche où on va avoir de plus en plus cette demande de la part de vos clients d'aller vers plus de durable. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent, hein, quand on voit le manque d'eau qu'on peut avoir en France. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus assez d'eau pour un hôtel? Est-ce qu'on va couper l'eau pour l'hôtel ou est-ce qu'on va couper l'eau pour l'agriculteur? Donc il y a vraiment des risques aussi financiers derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avancer. C'est vrai qu'après, je ne connais pas les typologies de vos établissements, mais je discutais avec une hôtelière à Courchevel, dans un 5 étoiles, et qui disait, moi, mes clients, ils arrivent en avion. Enfin, elle me dit, ils ne sont pas du tout dans cet engagement RSE, ils ne comprennent pas. Mais elle, du coup, elle fait des choses à sa hauteur. Là, elle est en train de voir pour installer des panneaux solaires. En fait, finalement, sans que les clients s'en rendent compte, ils vont quand même participer à ce changement. Oui, parce que finalement, le risque, il ne vient pas forcément du consommateur, même si on dit que les attentes des nouvelles générations sont de plus en plus prégnantes. Oui, les dernières études, Booking fait des études là-dessus, même si ce n'est pas les rois du développement durable, mais a fait des études là-dessus où en fait le client disait « Moi, j'ai surtout pas envie qu'on m'embête pendant mes vacances à trier mes déchets, à faire attention à l'eau. Moi, je suis en vacances. » Je crois qu'en moyenne, une personne chez elle utilise 150 litres d'eau. Quand elle est à l'hôtel, c'est 300 litres. Je paye pas, je me fais des bains. Si en plus il peut être moussant, c'est top. Donc il n'a pas spécialement envie. Par contre, c'est peut-être pas un critère de choix actuellement. Par contre, c'est un critère de réputation pour l'hôtel. Il y a quelque chose de très positif et qui est bien vu par les clients quand il y a des choses, mais présenté de manière, j'allais dire, un peu ludique ou de manière un peu positive aussi aux clients. Depuis le Covid, par exemple, moi, il y a quelque chose qui a beaucoup changé dans les hôtels, c'est les recouches, le nettoyage des chambres. Avant, il faut faire la recouche, nettoyer tous les soirs. Maintenant, de plus en plus, les clients acceptent et trouvent même presque ça normal. Ils ne font pas le ménage tous les jours chez eux. Ils trouvent ça presque normal maintenant, pendant 2-3 jours, que quelqu'un ne vienne pas spécialement faire le lit. Et si on lui laisse le choix, parce qu'on peut lui dire, écoutez, on veut le faire, si vous ne voulez pas, vous avez le choix de ne pas l'avoir. C'est positif pour le client. C'est de plus en plus accepté, c'est vrai. Voilà. Là, par rapport à ce volet-là, je parlerai aussi de la communication. C'est hyper important. Alors, de la communication avec les collaborateurs, comme je disais au départ, d'engager vos collaborateurs, c'est vraiment c'est la porte d'entrée pour la mise en place de tout ce que vous voulez faire, mais évidemment aussi de communiquer avec les clients et de communiquer vers l'extérieur sur les réseaux sociaux, de dire ce que vous faites, voilà, comme cette jeune femme dans l'hôtel, voilà, qui a pris les choses en main, qui a fait un post, et en fait on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui de toutes les conséquences que ça va avoir, mais c'est pour demain, et en fait c'est de plus communiquer, c'est là où il y aura un problème, et la communication sera juste normale et attendue. Mais alors communiquer sans moraliser, sans culpabiliser le client. Oui, tout à fait. Non, mais plutôt dire ce qu'on fait dans l'établissement. Voilà, faire un post, réunion RSE aujourd'hui. Vous avez plus de bouteilles d'eau dans la chambre, mais par contre, c'est illimité en carafe. Et puis pourquoi voilà. Il y a une vraie question sur l'eau. Là, c'est Toulouse, je crois, qui est en train de mettre en place une tarification supérieure pour l'été. Alors, je ne connais pas les dates, mais la ville de Toulouse sera la première à mettre en place une tarification plus importante sur l'eau l'été. Voilà, donc il faudra quand même sensibiliser, je ne sais pas s'il y a des Toulousains, mais il faudra sensibiliser les clients à la douche illimitée aux 300 litres d'eau. Jérôme veut réagir, mais après, je pense que Philippe, je voudrais que vous interveniez ensuite pour évoquer cette notion de recouche, voir comment on fait évoluer les choses. Il y a quand même quelque chose, même s'il ne faut pas culpabiliser le client, il faut assumer sa politique. Si on l'assume, elle passe beaucoup plus facilement parce qu'elle est expliquée par des faits qui sont concrets. Voilà, c'est l'eau, et c'est pas uniquement je veux pas que vous utilisiez l'eau pour faire moi des économies, mais c'est d'expliquer les choses différemment. Et quand on l'assume vraiment, et moi je le vois sur les séminaires et sur le MICE, nous on pousse de plus en plus les hôtels à un moment donné de dire aux gens qui organisent des séminaires chez vous, faites-leur une charte en leur disant voilà ce qu'on met en place, mais aussi surtout ce qu'on met à votre disposition pour faire en sorte que votre séminaire soit plus vert. Donc c'est aussi apporter des solutions qui sont des solutions pour le client aussi. Et ça, c'est important. C'est garder cette notion d'expérience quand même, malgré tout, en fait. Toujours.
Et puis sur les clients les plus haut de gamme, c'est vrai que c'est le plus compliqué. Il faut arrêter de se battre sur les déplacements des clients, par exemple. On n'y arrivera pas. Pour l'instant, nous, on ne peut pas faire en sorte que le client ne vienne pas en avion. De toute façon, il vient en avion. Nathan, Par contre, derrière, il y a plein de choses déjà en interne qu'on peut faire qui sont très importantes. Nathan ? Ouais, je pense que, je veux juste rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est important déjà de prendre les choses en main, mais il faut pas nous, on n'est pas là pour taper sur les doigts des entreprises qui ne s'engagent pas. Forcément, il y a des choses qui sont faites un petit peu à droite à gauche. Il faut faire l'état des lieux et il faut prendre, entre guillemets, il faut prendre conscience que ça va être une stratégie sur le long terme. Donc, dans un premier temps, déjà commencer, puis au fur et à mesure s'améliorer, pouvoir engager et mettre des actions en place qui vont être de plus en plus engageantes. Mais déjà prendre conscience de ça. Et au fur et à mesure, aller de l'avant, et ça va être de plus en plus facile. La première année, on va dire que c'est compliqué de pouvoir instaurer cette charte RSE, ça prend du temps, et au fur et à mesure, ça sera instinctif et ce sera dans les valeurs de l'entreprise. Mais par contre, c'est pas un risque important de ne pas se lancer aujourd'hui et d'attendre que le train, de prendre un train obligatoire d'un coup en marche, où il y aura tout qui tombera en termes de réglementation, parce qu'elles vont augmenter forcément. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué ? Vaut mieux pas dès aujourd'hui se lancer finalement ? C'est ce que j'aurais tendance à dire. Après, voilà, c'est sûr que mieux vaut tard que jamais. Après, on reparle des recouches. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais moi, je vais prendre l'exemple du décret tertiaire. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont été touchés par le décret tertiaire. Vous connaissez, qui ne connaît pas le décret tertiaire ? Alors, en fait, pour tous les établissements recevant du public de plus de 1000 m², vous avez maintenant des obligations légales de baisser vos consommations d'énergie par rapport à une année de référence d'au moins 40% pour 2030. Et puis après, il y a d'autres années derrière. Nous, ça a été un vent de panique. Parce qu'en plus, on vous dit qu'il faut que vous baissiez d'ici 2030 à 40%. Pour les hôtels, ils ne s'étaient jamais posé la question. Et là, la réglementation, elle est arrivée. C'était en 2022. Nous, on leur en a parlé en mars 2022. On était déjà, nous, arrivés un peu en retard. Et ça a été un vent de panique pour les hôtels. Puis d'un seul coup, il fallait trouver la bonne personne qui vienne un peu étudier ce qui se passe dans l'hôtel. Il fallait trouver toutes ces factures. Donc ça a été quelque chose d'assez... un vent de panique, j'exagère un peu. Mais bon, pour beaucoup d'hôtels, c'était une surprise. Alors que si on l'anticipe un petit peu sur quelque chose qui est juste du bon sens, au fur et à mesure, en fait, quand ces législations arriveront, parce qu'elles arriveront de toute façon à un moment donné, et commercialement aussi, les entreprises vont être de plus en plus dures avec nous là-dessus. Comme on l'aura un petit peu anticipé et travaillé, ce sera beaucoup plus facile à aborder derrière, quoi. Alors, du coup, on va revenir après sur cette notion aussi de démultiplication des acteurs et des interlocuteurs possibles. Mais Philippe, est-ce que là, vous répondez à ces enjeux du décret tertiaire, avec vos solutions, et aussi, est-ce qu'on peut revenir de manière très pratique sur l'évolution de la recouche? Comment est-ce qu'on trouve quand même des produits qui permettent de faire une recouche en ayant une chambre propre malgré tout? Tout dépend des personnes qui sont dans la chambre. Mais c'est vrai, voilà, on a des clients dans l'hôtellerie luxe et c'est pas forcément, parfois c'est pas très propre et c'est indispensable de faire le nettoyage tous les jours. Je pense qu'il faut laisser le choix au client parce que ça fait partie de l'expérience. Il faut expliquer pourquoi on veut le faire si on veut le faire. Et c'est pour ça qu'il faut énormément former ces équipes, parce que c'est les équipes qui sont en première ligne et qui deviennent des ambassadeurs de votre politique de RSE. À côté de ça, vous avez beaucoup parlé de réglementation, mais il y a pour moi un pilier essentiel autour de l'hôtellerie qui est lié à l'industrie du tourisme. C'est que, hormis peut-être dans des très grandes villes, mais on va sur des sites touristiques et on va à l'hôtel pour profiter d'un environnement. Et là, je voudrais évoquer la biodiversité. Si on a un impact fort sur la biodiversité, on va perdre l'attrait touristique. Et si on perd l'attrait touristique, le risque, c'est qu'on n'ait plus les touristes. Donc comment faire pour s'engager dans sa communauté, pas simplement l'hôtelier, mais dans sa communauté, pour essayer de préserver cette biodiversité qui fait venir les gens. On parle beaucoup de surtourisme. Comment on gère tout ça pour à la fois minimiser cet impact environnemental, voire avoir un impact environnemental positif, et continuer à avoir des gens qui viennent à l'hôtel. Et ça, c'est un vrai challenge. Et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer sur des sujets. On ne peut pas tout traiter en un seul instant. Il faut choisir ces sujets. Si je reviens sur l'idée de diminuer ses consommations électriques, si je reprends mon exemple de mes 11 000 kWh sur la blanchisserie de l'hôtel, si j'arrive à passer avec des produits qui vont avoir une même efficacité mais qui vont permettre de laver à plus basse température,
je peux économiser 50 voire 80% de cette électricité. Alors certes, ce n'est qu'un élément de l'électricité consommée dans l'hôtel, mais c'est comme ça qu'on va y arriver, en identifiant des postes et en agissant sur ces postes. Et il y a la notion aussi de déchets. Comment est-ce qu'on permet de... Parce que la chambre, c'est hyper... les services, le housekeeping, c'est hyper consommateur, et en cuisine aussi d'ailleurs, de produits plastiques pour la partie nettoyage. Qu'est-ce qui existe en alternative ? L'alternative, c'est ne plus utiliser de produits prêts à l'emploi. C'est vraiment passer sur des produits concentrés, hyper concentrés, qui vont permettre de réduire de manière drastique les déchets. Un exemple sur un hôtel de 80 chambres, c'est en ayant ce passage des produits prêts à l'emploi à des super concentrés, comme son convent, c'est 900 kilos de déchets d'emballage en moins sur une année. Donc voilà, il y a des solutions. Ça veut dire qu'il faut changer les habitudes aussi du personnel, le reformer et expliquer pourquoi on le fait, parce qu'il faut engager les équipes. Jérôme, du coup, pour maintenant vraiment être dans le cœur, pour commencer à réaliser des économies tout en ayant un impact, qu'est-ce qu'on fait ? Les mesures de base qui sont applicables assez facilement finalement. Dans un hôtel ? Après avoir sensibilisé les équipes, après avoir réalisé son impact carbone. Alors, désolé, mais sans passer directement sur l'impact carbone, mais moi je vois les plus gros impacts de l'hôtellerie, ils sont les achats et l'énergie. Finalement, l'eau un peu moins, mais l'eau y est aussi, mais c'est vraiment l'énergie. Ça, c'était une étude de l'ADEME il y a quelques années. Donc je pense que la première chose à faire, c'est se faire un diagnostic énergétique, de voir où on en est en termes de gestion de l'énergie, parce que ça, c'est des choses qui vont demander en plus quelque chose d'assez coûteux. Ça, excusez-moi, je vous coupe, c'est juste l'intelligence artificielle aussi. Alors, je ne m'y connais pas très bien là-dedans, mais bon, on est sur le lieu idéal. Il y a vachement d'outils qui peuvent vous aider aussi. De plus en plus, il y a plusieurs exposants. Je ne les connais pas bien, mais il y a une société notamment qui s'appelle Agrid. Enfin, il y en a qui se branchent et qui peuvent analyser. Alors, je vais en vos citer compteurs. deux autres. Okay. Je vais vous citer Inuit et Passman qui ont aussi des solutions. Voilà, donc effectivement, alors là, on maximise peut-être un petit peu le coût au moment de l'installation, mais voilà, l'idée, c'est d'analyser tout ça, quoi. Et le but, c'est souvent c'est les gestions techniques du bâtiment, les GTB, pour les hôtels qui connaissent bien ça. Dès que vous pourrez mieux piloter votre énergie, vous ferez des économies en termes d'énergie. Et donc ce diagnostic énergétique, pour moi, il est important. Nous, on travaille beaucoup avec quelques prestataires là-dessus qui vont aider nos hôtels là-dessus. On fait un diagnostic. En fait, c'est comme tout. Le diagnostic, c'est on met les choses à plat, on voit où on en est et après, on avise ce sur quoi on travaille. Moi, je suis arrivé avec des hôtels où d'un seul coup, on leur propose du photovoltaïque et puis l'isolation des combles. Et quand ils regardent ça, ils se disent « Oh là là, mais ça va me coûter un bras et demi ». Alors oui, dans un sens, mais les économies que vous allez faire après derrière vont être énormes, la valorisation de votre patrimoine. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est une petite parenthèse dont on n'avait pas parlé avant, c'est les aides que vous pouvez avoir aussi pour pouvoir faire ce type de rénovation-là. Donc j'ai parlé du fonds tourisme durable, j'ai parlé de tremplin pour la transition énergétique pour les hôtels. Je crois que ça marche aussi pour la restauration. La BPI, qui a un plan France Nation Verte, par exemple. Et puis les C2E, les certificats d'économie d'énergie, où là, il y a plein de choses sur des bêtises, type les mousseurs, les choses comme ça, où vous pouvez faire financer via des C2E. Alors juste attention aux publicités de vos mousseurs à 0 €. C'est super, vous les avez à 0 €, mais la plupart du temps, ils durent 6 mois. Donc moi, le conseil que j'ai, c'est si vous avez des fournisseurs attitrés, ils sont des fois certains capables de faire le dossier C2E pour vous. Donc vous ne vous faites pas arnaquer, entre guillemets, par ces sociétés qui viennent vous vendre du pommeau de douche économe à 0 €, parce qu'ils passent par les C2E. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais c'est intéressant parce que vraiment, c'est des vraies économies. Mais Nathan, alors on a évoqué très vite tout à l'heure la démultiplication des interlocuteurs. Vous êtes un peu au début de la chaîne quand on commence à vraiment s'investir. Est-ce que vous aidez, est-ce que vous accompagnez les hôteliers restaurateurs pour qu'ils puissent savoir à qui s'adresser, notamment sur cette partie aide, subvention, etc. qui existe ? Oui, tout à fait. Alors, en effet, forcément, la première étape, c'est de faire cet état des lieux, mais nous, le cœur de notre mission, c'est quand même d'aider ces entreprises à s'engager à réduire leurs émissions. Donc, on va prendre justement toutes les contraintes opérationnelles aussi d'une entreprise, parce qu'il y a des contraintes de qualité, il y a des contraintes réglementaires, il y a plein de choses à prendre en compte. Et
au fur et à mesure, on va pouvoir échanger avec l'entreprise pour lui proposer des actions qui soient vraiment adaptées. Donc en effet, il y a cette partie énergie qui est énormément demandée par les hôtelleries, la restauration, ça permet de minimiser les coûts. Il peut y avoir aussi tout simplement les plats qui deviennent un peu plus, enfin une carte qui devient un peu plus végétarien ou en tout cas un peu plus flexitarien dans un restaurant ou dans un hôtel. Ça permet aussi de réduire drastiquement son impact et en même temps de sensibiliser ses clients. Il y a forcément les déchets, il y a toute la partie achat qui est la plus importante et même la partie transport, de pouvoir avoir des producteurs locaux. Voilà, c'est sûrement des choses que, en plus, beaucoup d'hôtels, de restaurants mettent en place en France parce qu'on est très sensibilisé aussi à ces sujets. Et voilà, il s'agit juste de faire cet état des lieux et puis d'aller de plus en plus vers de l'avant. Alors, il y a un autre sujet qui a été évoqué rapidement par Philippe, c'est les labels. Il a cité Green Key tout à l'heure, label certification. Romy, Jérôme, est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui de prendre un label, de choisir un label ou une certification? Est-ce que ça permet de guider une démarche? Est-ce que vous recommandez de se lancer dans une démarche comme celle-ci? Oui et non. C'est très bien les labels, bien sûr, c'est bien. Maintenant, il faut savoir ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir un label je suis le meilleur, je fais du développement durable, mais en fait, en vrai, tout mon personnel... c'est ça, en fait, c'est qu'il faut faire hyper attention à la manière dont on communique, à ce qu'on communique. Ce que je disais au départ, il faut vraiment être convaincu par la démarche. Et il faut le faire... Voilà, et cohérent. Il faut le faire parce qu'on en est convaincu, parce qu'on y croit, parce qu'on a envie. Et il s'avère qu'il y a le petit plus, la clé derrière, il y a le label. Il faut faire attention à ne pas le perdre aussi. Voilà, le plus important, c'est d'être ancré dans son territoire, c'est de se fournir localement. Et ensuite, le label, vous l'aurez très facilement. Et évidemment, il y aura des points que vous ne développez peut-être pas. Et le label, ou en tout cas de se lancer dans la démarche sans même l'avoir à la fin peut-être, mais se lancer dans la démarche permet aussi de suivre un ordre, un cahier des charges, de se donner une base de travail. Maintenant, demain, vous avez un label, mais en fait, à côté de ça, vous ne respectez pas tout, ou il y a quelque chose où c'est votre caillou dans votre chaussure. Là, attention, quoi. Voilà, il y a du bien, c'est top, mais il y a le revers de la médaille aussi de temps en temps. Jérôme, vos hôteliers, comment ils fonctionnent? Alors moi, je les accompagne beaucoup là en ce moment justement sur les labels. Nous, c'est intéressant les labels dans le sens où effectivement, ça donne un peu un cahier des charges et pour mettre un premier pas en fait. Alors il y a effectivement Clé Verte, mais il y a aussi Écolabel Européen qui est aussi, pour moi, c'est les deux les plus sérieux. Il y a un peu Green Globe, mais il n'est pas très implanté en France, c'est plus international. Et il est cher. Et il est cher. C'est plus de grosses entreprises, de grands groupes qui... Ouais, voilà. Mais c'est pas un label RSE, c'est un label environnemental. Mais moi, ce que je trouve intéressant pour un hôtel, c'est que, en fait, en gros, c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup d'hôtels, moi, qui y vont pour remplir des cases. Pas vraiment par beaucoup de conviction, mais pour remplir une case et avoir le label. Par contre, la première chose que je leur dis, c'est si vous prenez un label pour faire venir du client chez vous, laissez tomber, c'est pas pour ça, ça sert à rien. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça, moi, les labels, là, je suis Clé Verte se termine bientôt, là, les candidatures. Par contre, qu'est-ce que ça leur structure la démarche? Ça les oblige à faire des procédures un petit peu en interne, à mettre des choses en place, avec les équipes. Et ça paraît un peu galère, il faut faire des process et des machins, donc c'est pas génial. Mais quelque part, ça structure un petit peu la démarche et en fait, quelque part, ça vous donne un petit peu les premiers pas, ce que vous devez faire. Et ça vous l'explique en plus, donc c'est plutôt pas mal et vous pouvez être accompagné. Par exemple, le Fonds Tourisme Durable prend jusqu'à 12 000 € l'accompagnement pour la labellisation Écolabel Européen. Donc il ne faut pas s'en priver parce qu'en plus vous avez quelqu'un qui vient chez vous et qui va peut-être vous en apporter plus. Par contre, partir dans un écolabel, et ça je vous rejoins là-dessus, c'est que c'est une démarche, c'est comme la RSE, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est pas une fin en soi. Avoir le label, ça peut motiver les équipes, ça peut être sympa, en plus il y a quelque chose à fêter une fois qu'on a le label, mais c'est aussi quelque chose en se disant, j'ai le label, j'ai les critères obligatoires, maintenant je vais essayer d'avoir les optionnels, et je vais essayer d'aller plus loin sur ce critère. Mais je pense qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est là où on évolue. Philippe veut réagir. Oui, c'est un des gros intérêts du label Green Key, c'est que la première année, on a un certain nombre de critères qu'on doit remplir, et plus on avance dans le temps, plus on doit ajouter des critères. Donc on est vraiment incité par le label lui-même vers cette amélioration continue. Et c'est pas parce qu'on l'a eu une année qu'on va l'avoir l'année suivante. Donc il faut toujours s'améliorer et ça passe encore une fois par les équipes. Et en communication, ça crédibilise quand même.
Je ne sais pas si vous avez vu, Booking a retiré ses petites feuilles sur son site internet où il vous posait 5 questions sans rien vérifier. À un moment donné, il y a des gens qui leur ont dit non, ça ne va pas. Maintenant, les seuls hôtels dits, entre guillemets, développement durable ou dans une démarche développement durable, c'est uniquement les hôtels labellisés qui sont mis en avant. Donc ça aussi, à un moment donné, vous avez quand même un audit externe par une entreprise reconnue qui vient, donc ça crédibilise aussi en termes de communication votre démarche, et c'est important. Oui, puis comme on disait sur la partie MICE, ça reste un vrai indicateur de choix. Nathan, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toutes ces démarches coûtent cher? Après, Jérôme va sans doute rebondir, et je voudrais que Philippe aussi intervienne. Et enfin, le sujet, c'est maximiser l'impact, minimiser les coûts. On peut s'imaginer que de telles démarches, on a parlé panneaux solaires, tout ça, c'est des investissements. On a parlé économie d'énergie, donc on réduit. Est-ce que ça coûte cher de se lancer dans ces démarches-là, d'aller au bout? Alors, je vais parler forcément du bilan carbone me concernant, mais sur le bilan carbone, forcément, ça a un coût qui est quand même assez accessible. Avant, c'était surtout justement les gros groupes qui avaient beaucoup d'équipes RSE, qui avaient des moyens financiers, qui pouvaient s'engager vers un bilan carbone. Aujourd'hui, nous, justement, chez Greenly, on cherche à démocratiser l'accès à la stratégie climat, donc de permettre à toutes les entreprises, peu importe leur secteur d'activité, peu importe leur taille, de pouvoir commencer à faire un état des lieux. Donc, bon, je peux vous donner comme ça un chiffre, mais on commence sur une entreprise, on va dire, hôtel, restauration de moins de 50 employés, on commence aux alentours de 2 000 €. Donc ça reste quand même quelque chose qui est assez attractif, qui est possible à mettre en place. Et surtout derrière, c'est un abonnement annuel parce que le bilan carbone, c'est tous les ans. C'est comme un bilan comptable. Si vous voulez avoir une stratégie long terme, si vous voulez vous améliorer, vous pouvez le faire tous les ans, comme les 2-3 ans, c'est l'entreprise qui le décide. Mais voilà, c'est tous les ans qu'on peut le faire et qu'on cherche à s'améliorer au fur et à mesure. Et forcément, ça permet aussi de réduire les coûts derrière, parce que si nous, on met en place des actions pour rénover les bâtiments, pour réduire la consommation d'électricité, ça peut aussi avoir un avantage économique. Jérôme, après Philippe. Ouais, moi ça va être faire un peu tarte à la crème, mais c'est pas un coût, c'est un investissement. Mais c'est le cas. C'est un réel investissement. Avec un retour sur investissement qui est à plus ou moins long terme selon ce que vous allez mettre en place. Mais c'est un réel investissement pour l'hôtel et je reparle de valorisation du patrimoine. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose qui est un vrai coût dans les hôtels, et Romy en parlait un petit peu au départ, c'est l'ARH. Mais c'est pas un coût parce qu'il vous coûte cher, parce que les salaires sont trop chers, mais c'est tous les coûts cachés, entre guillemets, d'un mauvais management, si on se pose un peu en juge là-dessus. C'est-à-dire que d'avoir un turnover de dingue dans votre hôtel, d'avoir des gens qui se sentent pas bien, qui n'ont pas une qualité de vie au travail. Alors c'est un peu tabou des fois de parler de qualité de vie et des conditions de travail, mais c'est hyper important. Un recrutement, ça coûte de l'argent, ça vous coûte du temps, c'est du temps que vous ne passez pas sur votre exploitation à faire quelque chose de rentable, entre guillemets, pour l'exploitation. Ça désorganise vos équipes parce que d'un seul coup, il y a une réceptionniste en moins, donc les deux autres, elles se tapent tout le boulot multiplié par 3. Il y a une nouvelle personne qui arrive, elle met à peu près 6 mois à être opérationnelle et autonome. Pendant ces 6 mois-là, les autres réceptionnistes vont s'occuper d'elle. Et en fait, alors j'ai pas réussi à retrouver l'étude, mais il y a vraiment une étude qui explique, mais ça se compte en milliers d'euros. Donc la formation au management, l'organisation et de changer un peu d'état d'esprit de mindset, j'ai cherché le mot français, en état d'esprit aussi, dans la manière dont on manage aussi ses équipes. C'est hyper important parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pas dans le bilan comptable, on ne le voit pas tout de suite. Mais c'est des coûts qui sont énormes de désorganisation et de démotivation aussi des équipes. Mais ça me fait rebondir sur une question que je pose à vous, Jérôme, et ensuite à Philippe. C'est est-ce qu'il y a une résistance à ce changement, à ces nouvelles méthodes de la part des hôteliers avec qui vous êtes en contact? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la résistance? Et dans ce cas-là, comment on gère? Et vous, Philippe, est-ce qu'il y a une résistance, je pense au housekeeping par exemple, ou aux chefs, ou aux équipes en cuisine, et comment on les accompagne pour qu'ils changent cet état d'esprit? C'est pas spécifique à l'hôtellerie. Cette résistance à la qualité de vie et aux conditions de travail, elle est pas. On a l'impression que c'est pas mettre un toboggan et mettre des fraises tagada à la tisanerie, quoi. C'est pas ça la qualité de vie et des conditions de travail. Pour nous, c'est la formation. Nous, on est une école de formation au sein de The Originals Hotels, avec des formations de management pour les propriétaires d'hôtels, pour les managers dans les hôtels. Et c'est d'essayer d'un petit peu de comprendre. On fait aussi de la sensibilisation sur des sujets. Nous, on a fait de la sensibilisation pour nos équipes en interne sur le harcèlement, par exemple. C'est quoi le harcèlement? Et pour prévenir en fait les risques de harcèlement derrière. Nous, au départ, on nous disait oh là là, mais ça va, ils vont tous nous faire des procès pour harcèlement. Faut pas leur dire. Non. En fait, c'est prévenir les managers. Qu'est-ce qui peut être
une situation de harcèlement quand vous êtes manager, vous vous en rendez pas compte, mais ça peut être assimilé à du harcèlement. Donc c'est prévenir les managers pour pas qu'ils fassent de conneries, entre guillemets. Et c'est aussi un petit peu, à un moment donné, les salariés se trouvent aussi reconnus parce qu'à un moment donné, on leur dit qu'on a pris conscience de ça en tant que manager et qu'on est capable de prendre des décisions et de le protéger s'il y a une situation comme ça qui arrive. Donc ça, c'est super important. Et nous, ça passe forcément par la formation et c'est pas le plus simple dans les hôtels de la formation. Ok, Philippe, et après Romy. Il y avait deux questions, vous voulez que je réponde à la Il y avait une question sur les coûts. Oui. Une première question donc, sur les coûts, est-ce que ça coûte plus cher? Donc je vais regarder simplement l'aspect sur l'hygiène et l'entretien d'un hôtel-restaurant en changeant de méthodologie, donc en passant à des méthodes. Quand vous achetez si je regarde que le bilan carbone, quand vous achetez des produits d'hygiène et d'entretien à votre fournisseur, ces produits viennent impacter votre scope 3, ça a été dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on essaye de faire avec nos produits, c'est réduire ce scope 3, mais aussi agir sur le scope 2 ou le scope 1 par les méthodes d'application du produit qui vont permettre de diminuer les consommations énergétiques qui peuvent être de l'électricité ou du gaz, par exemple, et donc d'avoir un impact qui soit ce qu'on appelle un impact positif sur cette partie-là. Et au final, sur un hôtel que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus de 5 000 € d'économie liée à l'eau, à l'énergie, à la réduction des déchets, mais aussi à plus de productivité. Hein, si on a diminué les cycles de lavage du linge, on va passer moins de temps à laver du linge. Donc, et tout ça, donc c'est voilà, grosso modo 5 000 €. Et si on parle en bilan carbone, c'est 1,8 tonne sur l'année d'empreinte carbone en moins. Alors ça, il n'y a pas de finance derrière. Mais c'est quand même aussi une des finalités. Le contrat est rempli, maximiser l'impact, minimiser les coûts, on y est. Et alors sur la partie formation des équipes qui ont des habitudes ancrées, ouais. Ça, on peut avoir des freins. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec la direction pour expliquer pourquoi on veut changer cette méthodologie, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, montrer que c'est une méthodologie qui va être plus sûre aussi. On travaille, nous, beaucoup sur la sécurité des équipes. Expliquer pourquoi on va le faire, avoir une formation qui soit sur site. Nous, on travaille avec nos équipes qui viennent chez les clients faire la formation et en complément, on peut avoir du e-learning et qui vont revenir régulièrement pour s'assurer que c'est bien suivi. Ok, Romy, je vais te laisser réagir et ensuite on va passer à la conclusion, c'est-à-dire demain, puisqu'on va laisser un tout petit peu de temps pour la salle et on est en retard. Ouais, je fais très très vite. Effectivement, je rejoins ce que vous disiez. Il faut vraiment mettre l'accent aussi sur le bien-être des salariés, des collaborateurs. Ça vous coûte une telle énergie, une telle charge mentale d'être sans arrêt en recrutement. Vous passez des annonces, il n'y a aucun candidat, voire il y en a un, puis finalement qui ne se pointe pas. Enfin, c'est un enfer pour vous. Donc, déjà, en fait, minimiser les coûts. Ça coûte de l'argent. Mais ouais, miser vraiment sur le bien-être des équipes, sur les garder. Je sais que c'est pas facile. Et là, la formation, évidemment, peut vous aider vraiment. Des formations managers, mais vous n'y allez pas, en fait. Vraiment, très peu y vont. Et c'est hyper important de se faire former. Vous n'avez pas le temps, vous avez des établissements à gérer, on le sait. Mais en même temps, c'est hyper important. Il y a quand même pas mal de choses faites en e-learning. Il faut vraiment pas hésiter à y aller. Il faut déléguer. Dégagez-vous du temps sur d'autres choses. Mettre en place... aller chercher vos fournisseurs, expliquez-le. Et puis ensuite, laissez les relations, laissez la gestion des réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais voyez partout où vous pouvez vous dégager du temps pour garder du temps qui vous est précieux pour autre chose. Voilà, je peux juste rebondir sur une chose là-dessus. Il y a une chose qui est importante, c'est la marque employeur. Et en fait, c'est plutôt votre réputation, parce que les problèmes de recrutement également, ils sont aussi la réputation de votre hôtel. C'est du personnel dans le coin qui va venir. Donc quand un hôtel a une mauvaise réputation en termes de management, la plupart du temps, ça fait le tour. Et c'est aussi pour ça qu'on a moins de personnes à voir. Bon, Jérôme, gardez le micro juste pour c'est quoi la suite, mais de manière très brève, parce que là, ça y est, on est hors timing. Donc si on veut prendre au moins une question de la salle... Allez. C'est quoi la suite, Jérôme, les projets pour vous sur la partie RSE ou alors le dernier conseil?
Ouais, alors nous, en fait, c'est d'avoir un maximum d'hôtels qui soient engagés et autonomes sur le sujet. Donc c'est pour ça que nous, on met en place des accompagnements, alors que ce soit pour les labellisations, on va leur trouver des fournisseurs sur la partie énergie. En fait, le but, nous, c'est de les aider à prendre conscience et si j'avais un conseil à dire, c'est intéressez-vous au sujet, faites le bilan pour votre hôtel, prenez un peu de temps, un peu de recul sur l'hôtel. Et que l'idée, c'est pas de tout faire d'un seul coup et tout révolutionner ce qui se passe dans votre hôtel, mais c'est qu'à un moment donné, c'est de prendre conscience des choses. Prenez conscience de votre impact et faites-vous accompagner, correctement accompagner, pour pouvoir avancer. Nathan. J'aurais tendance à dire la même chose. Voilà. Prenez date, mettez les choses en place dès maintenant, si vous voulez pas justement qu'il y ait d'autres risques qui arrivent par la suite, si vous voulez aussi communiquer justement pour pouvoir vous démarquer par rapport à vos concurrents. Donc voilà, j'aurais tendance à dire justement, faites-vous accompagner, et aujourd'hui il y a plein de solutions qui existent, parce qu'il y a un super pôle RSE aujourd'hui sur le full hotel tech. Donc, je m'enlève ma conclusion. Bon, bah voilà, si vous voulez faire un petit tour, déjà nous il y a forcément Greenly, donc si vous voulez en connaître un petit peu plus, et puis il y a plein de solutions de traitement des déchets, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc, Philippe? Alors moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, donc je vais parler de ce sur quoi on travaille nous aujourd'hui. Il y a plusieurs axes. Il y a un axe autour, je vais qualifier ça de digitalisation, mais c'est les doseurs connectés, puisque nos systèmes, nos produits sont des produits hyper concentrés, donc on essaye de connecter les doseurs pour relever de la data et suivre les températures, la consommation énergétique, la consommation d'eau. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est autour de la stratégie 3R. La réduction de nos emballages, le recyclage ou l'introduction de matières recyclées, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps chez Ecolab. Là, ce qu'on essaye de mettre en œuvre, ou en tout cas de tester, c'est la réutilisation. En milieu industriel, puisqu'on a aussi une activité industrielle, c'est plutôt facile. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué sur l'hôtellerie ou la restauration, mais on démarre des pilotes dans différents pays d'Europe pour voir comment on peut faire cette partie-là. Bon, allez sur le stand d'Ecolab pour en savoir encore plus. Romy, tu as le mot de la fin. Je vais commencer comme le début. Voilà, je pense qu'il faut voir ça vraiment comme une gestion de projet. Il faut voilà, se faire un tableau, bien cibler tous les points qu'on pourrait faire et se dire, OK, là, je me donne... il faut aussi accorder le temps qu'on peut y accorder. Je me donne 2 mois pour essayer de trouver une solution dans telle branche. Je me donne 6 mois pour telle branche et faire morceau par morceau, engager ses collaborateurs. Voilà, pourquoi pas créer un pôle RSE au sein de votre établissement. Vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4, peu importe. Voilà, de répartir les tâches et puis de se fixer des deadlines pour s'engager. Et puis même tout petit, ça sera déjà super ce que vous ferez. On va prendre une question, une seule. Est-ce qu'il y a une question? Parce que c'est peut-être qu'on ne prend pas de question. Ah, il y en a une. Et les réponses seront brèves. Très brèves. Merci. Bonjour, Françoise, responsable communication pour un labo pharma. Et je reviens à mes premières amours à l'hôtellerie, donc je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'avais une question qui n'est pas posée pour vous fâcher, loin de là, pour voilà, un défi collectif. J'entends pas parler de décroissance, même si je pense que c'est en message de fond. Et je fais écho à la prise de parole hier d'un dirigeant de Meta qui parlait de l'IA, et il faut l'embrasser, il faut s'en servir. Mais voilà, là, mon cerveau a bugué. Donc, je voudrais que vous me rassuriez. Donc, avec tous les beaux messages que vous faites passer, et je vous remercie. Quid de la décroissance? Je vais laisser que pour Jérôme. Je pense ça va être long, hein. Non, bref, à moins que quelqu'un d'autre se sente... Moi, je vais... Plutôt que de parler de décroissance, moi j'ai parlé de sobriété. Et nous, il y a un gros travail de sobriété qui a été fait. Et ça, c'est de la sobriété pas forcément pour le client. Ce qui est compliqué dans le métier du tourisme, c'est à un moment donné de retirer des choses en termes de service avec une clientèle qui demande énormément de choses. Donc c'est déjà un peu en sous-main de faire de la sobriété déjà sur ce qu'on peut faire sans que ça touche le client et le service client. Et après, moi j'ai envie de dire, j'avais discuté de ça avec... un palace à Paris sur pareil, une intervention comme ça qui me disait oui mais moi les baignoires il faut qu'elles soient remplies en je sais pas combien de temps, mais ça vous empêche pas de mettre des mousseurs pour économiser l'eau. De toute façon la baignoire elle sera remplie, qu'elle soit remplie en 10 minutes ou en 3 minutes, ça sert à rien
Donc il y a déjà une histoire de sobriété et c'est d'aller chercher après le less is more. Quand Nathan parlait à un moment donné sur les cartes de restaurant, de mettre un peu moins 36 plats avec du bœuf, d'avoir des menus un petit peu plus resserrés mais de meilleure qualité, de proposer des choses variées. C'est déjà aussi faire pas de la décroissance, moi j'appelle ça de la sobriété, mais... Ouais, on va faire sobre. Voilà. Ça va être compliqué. En résumé, c'est du bon sens. Là, c'est du bon sens, c'est compliqué dans un métier du tourisme où les gens en veulent plus, mais il y a énormément de choses sur lesquelles on peut jouer. Oui, et je vous invite à continuer la discussion après, parce que là, on est vraiment hors timing complètement. Donc merci à tous pour votre attention et merci à tous les 4.